Hello Justine, comment ça va? Ça va, merci. Aujourd'hui, donc du coup, on va parler de ta maternité, Oui. de ta petite Casey, Oui. voilà, atteinte de la trisomie 13 en mosaïque, Oui, bien mosaïque. précisé. Donc on va commencer par le commencement. Ta grossesse, donc tu es tombée enceinte, t'avais quel âge? J'avais 25 ans, Ok, une grossesse qui s'est plutôt bien passée, sans réelles complications. c'était une grossesse désirée? Désirée, Ok, oui. Une grossesse qui a commencé, on va dire, comme tout le monde. Voilà. J'étais avec le géniteur. Il est parti pendant la grossesse, à 5 mois de grossesse, donc j'ai continué ma fin de grossesse toute seule, toute seule. mais avec ma maman. Ah, Oui, j'avais quand même ma maman autour de moi, Présente. présente, oui. heureusement. Et voilà, grossesse belle, on va dire. Mhm, Bel accouchement aussi. Ok, C'est le après où ça s'est un petit peu... ok. voilà, il y a eu des complications. Il n'avait rien remarqué du coup Non. pendant la grossesse? Une grossesse vraiment lambda, Parfaite. Parfaite. Du coup, les tests qu'on fait en général pour les trisomies qui étaient revenus négatifs, pas... Pas inquiété. Non, sur rien. Juste, en fait, au bout de 6 mois et demi de grossesse, on voyait qu'elle grossissait plus trop bien dans mon ventre. Ok. Donc, mon gynéco m'avait expliqué que ça pouvait arriver. Des fois, en fait, il y a des enfants qui se plaisent plus trop dans le ventre de la maman. Donc, il m'avait quand même alité en pensant que c'est peut-être moi qui bougeais Oui. un peu trop, voilà. Ça n'a rien changé. Du coup, ils ont décidé de me déclencher à 8 mois de grossesse, 8 attendre mois. qu'elle sorte de prématurée quand même. Et de là, c'est à la C'est là où grossesse, à la naissance, pardon, où les problèmes sont arrivés. Un accouchement beau, naturel, j'ai eu une péridurale, Ok. où j'ai pu, même moi, sortir mon bébé, me la poser sur moi. Génial. Mais c'est là, après, où ça s'est un petit peu... le rêve est vite devenu un cauchemar. Ok. Voilà. Donc tu disais un bel accouchement, Ouais. donc ça a été, t'as été Même une entourée. grossesse, oui. Oui, Ok. j'avais ma maman, mes proches autour de moi, j'étais pas toute seule. T'as vécu un choc émotionnel quand Je suis oui, restée seule, toute seule. Oui, parce que je m'y attendais pas. Ouais. Ok. On n'imagine jamais finir une grossesse ou même tout simplement passer une grossesse seule. Ça a été Et très c'était pas dur. mon but Non, bah du non. tout. Donc oui, un choc, mais t'es plus toute seule. Donc du coup, tu te dis, j'avance et il y a bébé qui est là. Et j'ai essayé de masquer mes émotions, entre guillemets, le plus possible pour qu'elle ressente pas la peine que moi j'avais. C'est dur. Et au final, bon, la peine était là et elle l'a ressenti, je pense, un peu, hein, malheureusement. Après, est-ce que c'est ta faute? Sûrement pas. Non, oui, Donc non, voilà. tu as subi autant que... Voilà, Oui, c'est on des a choses qui subi arrivent. toutes les deux, Oui. ouais, exactement. Malheureusement, c'est abominable. Mais du coup, donc tu as eu un bel accouchement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La suite, enfin, c'est quoi la suite? En fait, du coup, quand j'ai pu la poser sur moi, bon, elle a mis énormément de temps à pleurer, voire très peu. Donc là, j'ai compris que Il y a un tout le truc monde, à clocher. tout le monde s'affolait un peu. Ma maman a coupé le cordon, mais elle a dû le couper plus haut parce que c'est là où les soucis ont commencé. En fait, elle avait une petite boule dans le cordon ombilical. Ok. Mon gynéco m'a rassurée de suite en pensant que c'était juste une petite hernie et que ça pouvait arriver. Ils sont partis avec elle un long moment parce que Ouf. pendant un long moment, Casey en fait ne revenait pas à elle. Donc ça a été très long et ensuite ils se sont aperçus du coup que c'était pas une simple hernie mais une partie des intestins qui était dans son cordon ombilical. Oh wow. Mais jusque-là, ça avait pas l'air forcément inquiétant pour eux. Mais alors moi là c'était, on prend mon bébé. Je suis restée bien une bonne demi-heure seule dans cette salle d'accouchement. J'avais plus personne avec moi, parce que du coup, ma mère est partie avec eux. Quand ma mère est revenue dans la salle d'accouchement, elle était en pleurs. Mon gynéco qui ne me regardait pas dans les yeux, là, je comprenais pas ce qui se passait. Je me suis dit, déjà, où est ma fille? Déjà. Pourquoi tout le monde pleure plus ou moins? Là, je comprends qu'il y a quelque chose, mais je réalise pas forcément, en fait. C'est le choc. Le choc, ouais. Voilà. Je suis figée. C'est Je un suis là, je suis traumatisme figée après. sur ma table et je comprends pas du tout ce qui se passe. Et après, bon, on m'explique du coup gentiment. On me dit aussi que je peux pas la voir. Ça, c'est abominable, je Oui. trouve. Ça, Tous les c'est récits que j'ai, on peut pas avoir son enfant, quoi. Et ça, j'ai pas accepté. Ma mère est partie la voir. On m'a proposé que ma mère la prenne en photo et qu'elle me la montre. Et j'ai dit que je veux pas voir ma fille. Pourquoi je peux pas l'avoir, moi? Il n'y avait aucune explication. Ça, c'est Il horrible. ne voulait... parce qu'elle a été prise en charge et du coup, forcément branchée de partout. Elle avait une poche très importante, du coup, au niveau de son cordon ombilical. Il y avait encore les ciseaux dans la poche. Mais heureusement qu'ils avaient tout récupéré, quoi, parce que... mais disons que
heureusement quand même que mon gynéco a vu cette petite boule et n'a Ben pas oui. juste pensé, comme il a dit, à une petite hernie. Et donc, on a coupé, oui, ils ont coupé plus haut. Mais de là, ouais, ils ne voulaient pas... J'ai pas compris, en fait, pourquoi moi, j'avais pas le droit de l'avoir, alors que ma mère, oui. Parce que je me suis dit, en soi, moi, tout Ben, allait pareil, bien. ben Donc, oui. on accouche et après, on Trop voit bizarre. le bébé. Ouais, je comprenais pas trop. Finalement, en insistant et en faisant clairement comprendre que Ce qui voulait que tu te reposes, peut-être. C'était ça, non? Peut-être non, l'excuse. Ah non, vraiment, même c'était pas. même Ok. pas. C'est qu'il m'expliquait, non, enfin. En fait, je sentais que c'était important, mais à la fois, il essayait de me rassurer. Et en même temps, je comprenais qu'on n'allait pas rester. Parce que j'ai accouché Ok. je comprenais qu'on n'allait pas rester mais Aïe. j'avais pas de. En fait, j'avais pas plus d'infos que ça. C'était. C'était Après, flou. ouais, c'était flou. flou. On s'est vachement occupé de Casey, donc c'est très bien. Mais moi, pour le coup, pendant un moment, j'étais de côté et je comprenais pas ce qui se passe. Et même ma mère pouvait pas forcément m'apporter les réponses parce que elle était autant dépassée Ben que toi, hein. que moi. Donc, C'est ça qui est terrifiant. ouais, franchement, oui. Et quand t'accouches aussi dans des hôpitaux mieux, on va dire, Oui. plus physio, Oui. plus ci, plus là, que tu dis, bon, je fais le choix d'accoucher dans un hôpital qui est proche de chez moi, qui est plus petit, Oui. privé, peu importe. Oui, c'est ça, privé aussi. Et que tu dis, bon, quand même, s'il a un problème, il y a le CHU. Tu dis, je vais pas accoucher au CHU, mais d'un côté, s'il y a un problème, mais tu dis, il va pas avoir de problème. Et ça, Ah c'est ouais. ça qui est chiant quand, du coup, C'est le flou total, c'est le en flou, fait. hein. Après, ça me rassurait parce que c'est vrai que dans la tête, je me disais, bon, si c'est vraiment important, on n'est pas très loin quand même de. Oui, Je c'est me dis, ça. bon, c'est Oui, pas comme si t'as le j'avais. CHU à côté. Voilà. Mais je comprenais pas. J'ai quand même pu la voir. Ok, On m'a emmené la voir et là, bon, j'ai pas une belle image ok. de. Bon, parce que ma mère, quand elle est revenue déjà me voir, elle est trop belle, tu vas voir. Donc moi, je m'attends comme ce qu'on voit à la télé. Un bébé beau, sans blessure, on va dire. Et là, quand je la vois, ouais, c'est le choc parce que je vois ma fille scopée de partout, avec cette grosse poche avec donc les ciseaux à l'intérieur. En fait, elle avait donc le cordon avec cette fameuse petite boule et un bébé en souffrance. Ok. Je... Tu vois qu'elle va pas bien. Ouais, je vois qu'il y a quelque chose et oui, et je vois pas un bébé beau, comme Oui. on peut dire, Entre guillemets, ouais. entre guillemets, pas abîmé, voilà, qui... Comme on voit sur les réseaux. Exactement. Ok. Là, oui, là, ça me fait peur. Et je peux pas la prendre, du coup. En fait, le seul moment qu'on a eu, elle et moi, c'est quand moi, j'ai pu me la poser sur moi. Les premiers instants. Les premiers instants qui ont été quand même très courts. Mais à ce moment-là, quand je vois ma fille, déjà, je réalise pas, du coup, réellement que je suis maman. Parce qu'on me l'a enlevée très vite. Et je peux pas la prendre. Je peux pas la prendre, je dois mettre des gants, je dois faire attention. Enfin, parce que forcément, ils avaient stérilisé cette partie-là, il fallait faire que ça reste stérile. Mais du coup, j'avais une approche de mon enfant autre que ce que je m'imaginais, alors que de base, on m'avait pas préparé à ça. Non, on n'est jamais préparé, je Et pense. on est, voilà. Et ouais. Mais ça, mon gynéco ne l'avait pas vu. D'accord. C'est pas quelque chose auquel, justement, il pouvait me préparer. Ok, parce que tu te sens hyper impuissante en plus. T'es là, oui. tu l'observes, tu peux pas la prendre. Non. Puis t'as tout comment dire, le cheminement de la maternité où t'as les montées de lait, machin, comment ça se passe. Donc je passe en plus ma première nuit, donc sans ma fille dans ma chambre. Ok, donc ta fille est où là? Et toujours à du coup on dans est l'hôpital? toujours à parce que du coup, donc, j'accouche dans l'après-midi. Donc je passe ma première nuit à seule. Et elle, ma fille, elle est en soins, entre guillemets, intensifs, Ouais. surveillés. Et on m'explique qu'il va y avoir un transfert donc vers Forcément. et qu'il faut qu'elle se fasse opérer. Bah oui. Donc là, on me dit, effectivement, voilà, c'est pas une hernie, c'est une partie des intestins. Mais jusque-là... Ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Une opération pour eux... simple et rapide et sans conséquences. Avec du recul, ça nous paraît totalement lunaire, genre des une intestins. Partie. En plus, c'est une partie. C'est que je me dis une partie. Ah oui, une partie. C'est vraiment une partie. C'est pas entièrement tous les intestins. C'est vraiment juste une partie. Déjà rassurant. Oui, mais en fait, comment c'est possible? Oui, voilà. Je me dis comment c'est possible. Comment c'est possible une partie. J'arrivais pas à visualiser tout ça. Vraiment, je comprenais pas. Elle, le lendemain, donc, elle part. Donc, déjà, seule, sans moi. La première nuit atroce. Hein. Je réalise absolument pas que je suis maman. À ce moment-là, je réalise pas que je suis maman. Je suis, du coup, avec ma mère. Ok, ta mère est présente. Ma mère est présente. Elle a été présente avec moi pendant l'accouchement. Elle a dormi avec moi Et donc, le lendemain matin, Casey part. Moi, je pars un moment après, du coup, avec une autre ambulance. Elle se fait opérer le jour même. Une opération qui a été effectivement rapide, sans conséquences, qui s'est très très bien passée. Et de là,
plein d'autres choses s'enchaînent. Du coup, elle est transférée en néonate à... Parce que ça restait une prématurée tout de même, Ben, entre guillemets. en fait, oui, entre guillemets. Pour nous, enfin pour eux, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Parce ok. qu'elle est vraiment sortie de... Après 38 semaines. Voilà. Ok, pardon. Le pile, en fait. C'était Pile pile le jour. Ok. Voilà. Donc non, elle n'est pas Non, pas du considérée, mais un petit bébé et petite entaille. Donc forcément, Oui. elle est en néonate avec des enfants prématurés plus ou moins, et avec Ok. d'autres pathologies. Et de là, donc, elle est en néonate. Bon, on m'explique qu'on va rester un petit peu là parce que forcément, après une opération des intestins, il y a l'alimentation qui vient parce que j'ai pas pu faire la première tétée. Elle n'a pas pu être alimentée, elle, par la bouche depuis qu'elle est née. Voilà. C'est compliqué. Donc, elle est... elle est sondée. Ouais, ok. alors, son cathéter, plus la sonde au niveau du nez et branchée, bien sûr, de partout. Et donc là, on m'explique simplement qu'on va juste rester quelques temps, le temps qu'elle elle accepte la nourriture par la bouche. Et il faut en fait la stimuler au niveau de la bouche parce qu'elle sait pas... Elle n'a pas cherché le sein, rien. Donc elle sait pas elle n'a pas la succion, elle connaît pas ce que c'est. Jusque-là, je me suis dit, bon, on va rester, mais ça va pas être long. Et en fait, on est resté 1 mois et demi. Voilà, 1 mois et demi à l'hôpital, en néonate, où j'ai pas pu dormir avec ma fille. J'étais au début en côté maternité, du coup, après j'ai été, moi, à la maison des parents, à la maison McDonald's, au CHU. Et Casey est restée en néonate pendant 1 mois et demi, et moi, je pouvais pas... Alors voilà, parce que moi, c'est une question de maman, du coup, là, que j'ai. J'ai jamais passé une nuit, pour l'instant, mon fils a 21 mois, sans lui. Ça, ouais. Et en fait, ça c'était ma plus grande peur, que si j'avais un enfant prématuré ou quoi, même avant d'avoir un enfant, de devoir être séparée de lui. Comment ça se passe parce qu'il faut que l'enfant soit surveillé en permanence. Comment ça se passe? Ah oui, alors là, elle était vraiment branchée de partout. Ben oui, tu peux pas la prendre. Ah non, je pouvais pas. Il y avait vraiment en fait tous ces fils qui nous séparaient et je pouvais même pas arriver et prendre mon bébé en faisant attention à tous ces fils parce qu'elle avait son cathéter et qu'il fallait pas qu'il bouge. Faut pas bouger. Voilà. J'arrivais en chambre, fallait que j'appelle les infirmières. C'était elles qui venaient me mettre Casey sur moi. Quand il fallait que j'ai un tout petit moment pour moi, c'était elles qu'il fallait qu'ils la remettent dans le lit. Enfin, tout passait par les infirmières et moi, j'étais pas autonome. Donc, c'est pour ça que j'en reviens au fait que j'ai réalisé très longtemps, longtemps après, du moins, que j'étais maman. Et le lien a été un peu coupé entre elle et moi, forcément. Oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu ce pot à pot. Il y a... Enfin, un pot à pot très court à l'accouchement, finalement. Mais après, on était séparés. Oui. Et bon, tu voulais allaiter? Je voulais. Peu importe, mais en soi... Je souhaitais En fait, je voulais déjà faire la première tétée de bienvenue. Voilà. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je me suis dit, on verra après par la suite. Donc, au début, ils m'ont proposé les tire-laits, forcément, parce qu'elle ne pouvait pas par la bouche. J'ai fait ça 2 jours et 2 nuits. Le médecin, au bout d'un moment, je lui ai demandé si réellement ça allait porter à quelque chose que je fais ou est-ce que c'est ma fille pourra en bénéficier ou... Parce que là, je me voyais comme une machine. Ah oui. Non, très clairement, je me voyais comme une machine. Puis comme on dit, l'allaitement, ça libère des hormones, l'ocytocine, de l'amour et tout. Donc en fait, c'est un rapport avec son bébé. Donc même s'il y en a qui décident de tirer, et très bien, si elles y arrivent, franchement, chapeau. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, à tirer. C'est très difficile, c'est très chronophage. Et puis, c'est pas pareil, tu vois. T'as pas ce truc de... T'as son bébé sur toi, c'est difficile. Pas pareil, le lien est pas... Et puis moi... En fait, j'étais toute seule, encore une fois, dans la chambre de maternité. Et donc, à devoir mettre le réveil, parce que voilà, il y avait des heures où t'avais mal en plus. Et ça faisait très, 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 très mal. Et en fait, il y a eu une nuit où je me suis dit, mais je suis seule là, dans ma chambre, je me tire mon lait, c'est très bien. Mais pour l'instant, Casey, elle peut pas. Pourquoi faire, du coup? Pourquoi faire? Et c'est vrai que j'ai posé cette question au médecin. Dites-moi réellement, est-ce que ça va être nécessaire? Et il m'a dit, malheureusement, on peut pas savoir quand elle va accepter par la bouche. Déjà, faut lui apprendre, en fait. J'ai arrêté. Stop, Et puis, j'étais fatiguée. C'était plus possible. Il fallait... non. Ça servait à rien. Et puis, le lien, je l'avais pas réellement, du coup, avec elle. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. On a conservé quand même mon lait pour, du coup, lui faire des petits bains de bouche, mais au bout d'un long moment. Mais sinon, mon lait à moi, elle a pas pu... Non, c'était pas possible. Déjà, l'alimentation...
C'était compliqué. C'était compliqué. Bah oui, oui, tu oui. m'étonnes. Parce qu'en fait, par la sonde, du coup, on va dire, il nettoyait. Il y avait constamment ce liquide vert encore. Et tant qu'il y avait ce liquide vert dans son ventre, on ne pouvait pas l'alimenter par la bouche. Il fallait que ce soit clair, le conium, tout ça, c'est ouais, ça. voilà. Okay. Il fallait que ce soit clair. Et donc, tant qu'il y avait ça, c'était pas possible. C'est pour ça que ça a été très long. Qu'elle fasse sa première... Qu'elle fasse sa première tétée, tout simplement. Même le premier bibi a été très compliqué. Elle prenait pas les doses qu'il fallait. Elle faisait des fausses routes. Enfin, c'était très, très dur. Compliqué, okay. Ah oui. Et moi, c'était une angoisse de lui donner à chaque fois forcément le bibi. Parce que non, très peur. C'est très stressant. Enfin, j'imagine. Je peux pas dire que je comprends, oui, c'est du stress. Tu te sens impuissante. C'est des inconnus qui s'occupent de ton enfant. Tu es obligée de leur faire confiance. Et tu comprends pas tout non plus, tous les termes. Bon, j'avais quand même maman qui était là, mais elle pouvait pas rester constamment avec moi pendant 1 mois et demi. Donc, elle venait les week-ends. Mais c'était long d'être toute seule, épuisant. Et en même temps, ils te donnent toutes les infos, mais avec la fatigue, tu comprends pas forcément tout aussi. Tout le monde te dit pas la même chose. Okay. Donc, c'est là où ça commençait à devenir compliqué. Parce que de base, nous, on arrivait pour donc, une opération pour donc, lui remettre les intestins. Mais c'était quoi qui te donnait comme réponse ? Pourquoi on est encore là ? Et du coup, c'était toujours les mêmes... tant que c'est pas clair au niveau de son ventre, on ne peut pas l'alimenter. D'accord. Ensuite, il y a eu... elle a chopé un staphylocoque à l'hôpital, le grand classique. Hein, on va dire, oui. C'est le classique plus ou moins de quand on reste longtemps à l'hôpital. Ouais, ça peut arriver. Ça fait peur, ça. Et c'est surtout que, en fait, la pathologie de Casey, je ne l'ai pas su pendant cette hospitalisation-là. Okay. On était là, mais je ne savais pas réellement pourquoi. Je savais juste que c'était par rapport à son opération. Des fois, tu peux dire ça peut arriver, entre guillemets, des accouchements où là, pour toi, c'était bon... Vraiment pas de chance. Oui, voilà. Ses intestins, une partie de ses intestins étaient à l'extérieur dans le cordon. Ouais. Voilà, tout va bien aller puisque ça est une opération. Ils m'ont rassurée, c'est une opération bénigne, facile. Donc voilà, là pour l'instant, t'es dans l'espoir que tout s'arrange. Et qu'on sorte plus ou moins rapidement. Je pensais pas du tout qu'on allait rester 1 mois et demi là-bas. Vraiment pas. C'est super long. Et pendant ces 1 mois et demi, il y a eu vraiment... plein de choses qui se sont passées, dont une nuit, donc j'étais avec elle et ça sonne toujours dans les hôpitaux, hein, tu sais, quand ils sont scopés, ça sonne, mais on entend toujours ces sons. C'est un traumatisme. Mais bon, et là, l'infirmière qui était là commençait à s'affoler, commençait à appeler les collègues, un peu tout le monde. Et en fait, ce qui se passait, c'est que Casey était en train de désaturer complètement. Donc, elle est descendue en réanimation. Donc là, les pires moments de ta vie, quoi. Oui. Les plus là, je comprends pas. Là, je me dis, réanimation, pourquoi ? Aucun rapport, entre guillemets, avec son opération. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est restée 2 jours en réanimation. Et là, on m'annonce que Casey a une malformation au cœur. Oui. Wow. Ah, parce qu'en fait, j'ai oublié du coup de te dire que quand un bébé a une malformation à la naissance, ils sont obligés de faire une batterie de tests. Voilà, c'est ça. Ils checkent les organes principaux. Effectivement, le cœur, il m'avait dit qu'il y avait une petite malformation, mais bénigne, que dans le temps, voilà. Et en fait, c'était pas si bénin que ça, puisque donc elle descend en réanimation. Et donc, sa malformation au niveau du cœur, c'est que Casey, elle avait 2 trous, en parlant avec des mots que on connaît. Voilà, 2 petits trous au niveau du cœur. Et en fait, son sang passait trop vite et du coup, son poumon grossissait et ça a comprimé du coup son cœur. Okay. Donc, 2 jours de en réanimation. Donc là, horrible, des images horribles. Elle n'a pas été intubée, mais elle avait ce gros masque, on va dire, sur ce tout petit visage. Petit bébé. Elle avait toujours ce cathéter qu'il fallait constamment, du coup, changer. Tous les 2 jours, il fallait enlever ce pansement. Donc, c'était très douloureux pour elle. Et donc là, au bout des 2 jours, elle remonte en néonate. Donc, pour son cœur, on m'explique qu'il va falloir qu'elle voie un cardiologue donc, qui prévoit ça sur une journée. Je vois le cardiologue qui m'explique que, donc, effectivement, en fait, elle a une malformation. Donc, ces 2 petits trous, il m'explique qu'il y en a un qui va se refermer plus ou moins seul et rapidement. Okay. C'est ce qui s'est passé. Et il y en a un qui a mis plus de temps.
À l'heure d'aujourd'hui, elle a plus ses 2 petits trous, mais Casey, elle a une valve en plus au niveau du cœur. Waouh, ok. Mais ça rien. cause rien. Okay. Elle a un petit souffle au cœur, mais ça c'est pareil, c'est pas dérangeant, mais c'est quand même suivi. Beaucoup d'informations. Beaucoup, ouais. Et je comprends pas. En fait, je me dis, waouh, tout ça, ça tombe... C'est vraiment pas de chance. Ouais, vraiment pas de chance. Et je me dis, j'ai quand même une grossesse très bien suivie. Et du coup, je me dis, mais en fait, pourquoi on n'a pas vu tout ça quand même pendant la grossesse ? Bon, mon gynéco qui m'explique que malheureusement, c'est comme ça et qu'on peut pas tout voir. Et il s'excuse, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qu'il dit. Et si je peux me permettre, tu faisais quoi comme travail ? Parce que du coup, là... Oui, alors moi, je suis esthéticienne, mais juste avant d'avoir Casey, j'étais en restauration. Ok. Donc, là, T'as dû tout laisser tomber ? Oui, j'ai tout arrêté, je me suis consacrée à elle. Quand tu me dis 1 mois et demi, encore 1 mois et demi, c'est très long. Et puis même là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne travaille toujours pas. Je suis pour Casey, H24. Ok, comme ça, on en parlera plus tard. Mais du coup, là, donc, tu te dis que c'est quand même beaucoup, beaucoup de malchance. Oui. Ça fait beaucoup, clairement. Là, pour le coup. Donc, quelle est la suite ? Après ces 1 mois et demi, vous êtes rentrés à la maison ? Ouais, on rentre à la maison. On me dit juste qu'il faut qu'elle voie un kiné. Ok. Donc, séance de kiné 3 fois par semaine, parce qu'elle avait des malformations aussi au niveau des pieds. Enfin, pour le coup, je me dis, la pauvre, en fait... Qu'est-ce que c'était ça ? Comment elle était physiquement ? Parce que c'est vrai que quand on dit trisomique, on pense directement trisomie 21, donc un faciès complètement différent. Mais en fait, là, du coup, on ne sait pas encore qu'elle a la trisomie 13 en mosaïque. Mais là, du coup, comment physiquement elle est... Physiquement, en fait, c'est un bébé... Tout à fait... Oui, sans... En fait, elle présente rien qui pourrait me faire penser justement à cette pathologie qu'on en sera longtemps après. Okay. Juste un bébé, effectivement, oui, où elle a eu une souffrance au début, 1 mois et demi d'hospitalisation, l'abandon qui se crée, entre guillemets, entre elle et moi, la peur de l'abandon, qui se fait sans moi le vouloir. Donc en même temps, pour elle, elle a vécu 1 mois loin. Oui, si. T'étais là, mais t'étais pas... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on sait pas, en fait. C'est vrai que les gens disent, mais non, quand ils sont bébés... mais pour moi, voilà. Moi, vraiment, c'est ce que je pense. C'est personnel. Peu importe les études, c'est vraiment ce que je pense. C'est mon instinct, ou peu importe comment on appelle ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, même l'accouchement. Selon comment tu vas accoucher, pour moi, les enfants vont... peut-être beaucoup pleurer, peut-être pas... Enfin, voilà. Je sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais en tout cas, pour moi, ça a une importance. Tu vois, ce qu'ils vivent même très, 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 très jeunes. Et même dès notre grossesse, en fait. C'est vrai ce que tu dis. Les énervements, la tristesse, sans vouloir faire culpabiliser, parce que je pense qu'on a tous été énervés, toutes tristes, toutes heureuses, mais... on vit des émotions, et c'est vrai que si, par exemple, tu vis une grossesse très, très malheureuse, ça peut aussi, je pense... bien sûr. Pour en revenir du coup au fait que j'étais seule pendant ma grossesse, même si j'ai pas voulu qu'elle ressente certaines choses, je sais que mes angoisses, ma tristesse, elle les a ressenties, et je peux pas dire que c'est une petite fille qui est angoissée à l'heure d'aujourd'hui, mais oui, elle a plus de peur peut-être que quelqu'un qui aurait vécu une grossesse vraiment très bien entourée, très bien entourée, heureuse, épanouie. Voilà, et sans pleurs, sans rien. Mais du coup, donc là, vous rentrez, comment ça se passe ? Et bien, du coup, elle est suivie par une kiné. Donc 3 elle est fois plus par branchée, semaine. elle est... Plus branchée, le bibi... Oui, tout... en fait, oui, si. Je me dis, tout va bien. T'es heureuse, là, à ce moment-là ? Ah oui. De pouvoir rentrer avec elle à la maison, je suis très heureuse. Mais... Alors, au lieu d'avoir ces moments avec elle, que elle et moi, quand on rentre à la maison, mais en fait, vu que j'ai toujours eu l'habitude qu'il y ait du monde et que des inconnus s'occupent de ma fille, et ben à partir du moment où on rentre, je suis de partout avec ma fille. J'ai pas du tout de mal à ce que les gens la prennent, malgré que du coup elle a été fragile. Je suis vraiment en fait, je réalise pas vraiment que je suis maman. Je suis beaucoup en prends-la, tiens, enfin... Tu fais confiance aux gens. Ouais, t'as été obligée, t'as été forcée à faire confiance à des inconnus. Oui, t'as dormi sans elle. Tu t'étais là, elle est avec des gens, j'espère, raisonnables. Oui, on espère. En plus, t'as vu les actualités ces derniers temps, t'as très peur. Très peur, et d'autant plus maintenant, donc avec ce qui s'est passé, parce qu'on n'avait jamais entendu ça avant. Oui. Et là, du coup, c'est vrai que t'as cette facilité, plus ou moins, avec ce que t'as vécu, là. Complètement. Mais c'est normal. Mon entourage, du coup, même se dit... On me disait, Justine, quand même, tu la laisses beaucoup. Enfin, t'as pas de mal à ce que les gens viennent, mais c'est parce que, très honnêtement, je réalise pas. Je vois ma fille devant moi, mais je me dis pas,
Justine, t'es maman, ça y est, t'es maman. Ça y est, c'est Ce rôle de maman, j'arrive vraiment pas à me le mettre en tête parce que il y a tellement eu cette coupure entre elle et moi à la naissance et pendant ces 1 mois et demi que vraiment j'ai beaucoup de mal. Et du coup, inconsciemment, j'ai beaucoup de mal à la voir constamment avec moi et c'est très bizarre en fait. Je suis hyper contente de pouvoir la prendre comme je veux, de pouvoir m'en occuper comme je veux, mais en même temps, je réalise pas. Vraiment, tu sais que ça s'explique, hein. J'en suis persuadée. Hein. Ah oui, je pense. Les hormones, tout ça, hein, tu sais, quand on dit l'amour, enfin l'ocytocine, quand on parle d'ocytocine et tout, mais c'est vrai que, sans parler de l'allaitement, tu vois, mais c'est quelque chose qui te fait aimer ton bébé, tu vois. Oui. Tout ça. Et là, le fait que tu ne l'aies pas eu avec toi, ça a été tellement brutal, enfin, je pense, hein, sans me permettre de parler à ta place. Mais... Et donc, du coup, c'est vrai que ça a dû être compliqué, cette réadaptation, du coup, à la vie de maman, quoi. Et à apprendre à se connaître, elle et moi aussi, du coup, bien sûr. Sans le corps médical autour de nous. Parce que, oui, avant de sortir, bien sûr, le premier bain, tout simplement, le premier bain que j'ai dû donner à Casey. Mais elle avait 1 mois et... 3 jours avant de sortir. Alors que c'est des choses que tu fais normalement assez rapidement. Mais pareil, des premiers bains où j'ai dû donner à Casey, en plus avec des fils, elle avait encore sa sonde quand j'ai dû lui donner. Enfin, c'était... Donc forcément, à la maison, ça me fait limite peur, en fait, qu'elle soit plus branchée et qu'il n'y ait plus tout ça autour de nous. Parce que je me dis, là, t'es vraiment toute seule. Et c'est pour ça que, du coup, je pense que j'ai besoin, en fait, que plus ou moins tout le monde soit là, qu'ils viennent la voir, qu'ils l'apprennent. Et c'est pour ça que j'ai pas de mal aussi à ce que les gens l'apprennent. Ok. J'ai pas été cette maman très... Et pourtant, je pensais que j'allais être cette maman-là qui aurait eu peur que tout le monde la touche ou est très protectrice. Et au final, j'ai été forcée à pas l'être. J'ai envie de te dire, on peut pas t'en... Ah oui, j'ai pas eu le choix. Donc, t'as pas eu le choix. T'as vécu un sacré traumatisme en soi. Enfin, je veux dire, un traumatisme, ça c'est selon toi, mais quelque chose de très beau. Un choc. Un choc et une incompréhension totale. Parce que... c'est pas ce que t'imaginais finalement. Non, du tout. Et de se dire que on n'a pas pu voir tout ça pendant la grossesse, du coup, c'est surtout avec toutes les technologies qu'on a maintenant. C'est énervant. Ouais. C'est frustrant. C'est frustrant, mais bon, t'as pas le choix d'accepter et t'avances. À la sortie, donc, elle est suivie pendant... à l'heure actuelle, elle est encore suivie d'ailleurs par cette kiné, mais elle est suivie toutes les semaines. Ok. Donc juste, on me dit, voilà, c'était surtout pour sa malformation au niveau des pieds. Rien, au final, par rapport à son opération, parce que ça s'est très bien passé et après, tout a été bien remis, donc il n'y a pas eu de complications à ce niveau-là. Et vu qu'elle a été suivie en néonate pendant 1 mois et demi, sa docteure de néonate, du coup, voulait la voir assez régulièrement aussi, c'était normal. Donc, on y revenait tous les 3 mois à peu près, et donc un suivi régulier. À ce moment-là, moi, je ne sais pas pourquoi on me fait passer certains tests, mais j'ai un rendez-vous donc avec mon médecin généraliste où je lui donne tout ce qui s'est passé donc, pendant cette hospitalisation. Parce que donc, quand je suis sortie, ils te remettent plein de papiers, mais je comprends rien, moi, de ce qu'il y a écrit dessus, sur tous ces comptes rendus. Et donc, je lui donne ce fameux compte rendu, et c'est là où lui m'explique plein de choses que moi, du coup, je ne savais pas ce qui s'était passé. Donc, le staphylocoque qu'elle a eu, moi, ça, on me l'avait pas... Tu ne le savais pas ? Je ne l'ai pas su. Je ne l'ai pas su quand on était à... Elle a eu une pneumopathie, je ne l'ai pas su non plus. Enfin, il y a plein de petites choses, en fait, où je me dis, bon, il y a quand même certaines choses qui m'ont caché à... alors qu'il n'y avait pas de raison. Bref, les rendez-vous donc continuent. Elle voit des généticiens. Donc là, je comprends pas, mais en même temps, je me dis, vu qu'elle a une malformation et qu'on m'avait expliqué qu'il check un peu tout, je me dis, bon, ça reste normal. Oui. Et est-ce que tu as dû recontacter du coup la personne avec qui t'étais pour faire des tests ou pas du tout ? Alors ça, à l'hôpital, en fait, je leur avais expliqué donc la situation. Okay. Ils ont fait tous les tests sur moi. Même moi, ils m'ont pris des prises de sang. Je ne savais pas réellement pourquoi. Après, je leur avais dit, s'il y a vraiment besoin, potentiellement que cette personne, je ferai le nécessaire de mon côté, mais je ne peux pas garantir qu'il y aura... réponse. Donc, non, ils se sont contentés de et ils ont eu leur avec réponse. Moi. Et ils ont eu leur réponse. Bon, tant mieux. Du coup, il se passe 1 an, 1 an entre tout ça, avec donc, tous ces rendez-vous qui s'accumulent de Casey. Et donc, Casey a 1 an, elle fait ses 1 an en août. Et donc,
elle avait 1 an et 1 mois. On va donc au rendez-vous des généticiens à et là, les généticiens m'expliquent qu'ils ont fait passer un karyotype à Casey. Donc celui-ci, je précise que celui-ci, j'étais au courant. Oui. Parce que donc il m'annonce que ce deuxième karyotype confirme le premier. Donc là, je leur demande déjà d'où le premier a été fait, puisque le premier, j'en ai pas connaissance. Donc il a été fait, ce premier karyotype, pendant les 1 mois et demi d'hospitalisation. Et là, on me demande tout simplement, est-ce que du coup, vous voulez savoir Et là, je leur dis, je veux savoir, oui. Je veux savoir pourquoi tous ces rendez-vous. Au revoir. Oui, même cette question-là, je la trouve ridicule. Et là, on me tend un papier, donc avec tout plein de chromosomes. Ok. Et là, on me met le doigt dessus sur un et on me dit, voilà, Casey a une trisomie 13 en mosaïque. Alors, définition, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, déjà, là, le choc. Ouais. J'entends, mais je suis dans un déni complet. Et en plus, tu entends trisomie. Ah, en fait, je m'arrête sur ça. C'est vraiment, je m'arrête sur. Là, tu dis un problème grave, quoi. Oui. Et je me dis, mais comment trisomie, on n'a rien vu pendant ma grossesse, avant, J'ai fait le test. Voilà. Là, je comprends pas. Et on m'explique donc que nous, donc on a 2 chromosomes sur notre chromosome 13 et qu'ici, on a 3. Et son 3e est à moitié malade. Et c'est pour ça que c'est une trisomie 13 en mosaïque et pas une trisomie simple. Ok. Et donc là, je demande pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Et on m'explique qu'en fait, c'est vraiment un coup de pas de chance. C'est un 3e chromosome qui s'est glissé. Ça ne vient pas de moi et ça ne vient pas du géniteur. Parce que ils ont fait les tests sur moi. En général, ça peut provenir de la mère. Ok. Mais non, là, c'est vraiment pas de chance. Okay. C'est comme ça. Ça s'explique pas. Et même eux ne peuvent pas l'expliquer du pourquoi, du comment. Wow. Et là, je pars et merci, au revoir. Mais ils te disent pas ce que c'est, enfin, c'est quoi? Ils m'expliquent simplement que c'est une trisomie 13 en mosaïque, d'où, du coup, sa première malformation. Ok. Au niveau donc des intestins, sa malformation au niveau du cœur, qu'il va y avoir du coup un suivi plus intense, donc le kiné qui va continuer et qui va falloir mettre d'autres choses en place, mais on m'explique que on ne peut pas me dire plus car on la connaît pas. La trisomie 13 ils ont aucune connaissance. Non. Oh waouh. C'est quoi? C'est très rare. Ils te donnent des chiffres? Ah non, même pas. Il m'explique. Alors ça c'est très ouf que en général, une trisomie 13 simple, l'enfant peut décéder dans le 1er mois de vie, dans les 3 mois ou dans les 1 an qui suit. Donc là, déjà, je me dis, en fait, ils le savaient. Donc ma fille avait ça depuis le départ. Après, j'entends. Ils ont fait un 2e karyotype pour être sûr. Mais le premier, j'aurais quand même déjà voulu le savoir. Mais appréhender, tout simplement. T'attendre à quelque chose, enfin, je veux dire, pas vivre dans... Nager dans le Ah oui, parce que l'inconnu. Je savais pas, je comprenais pas pourquoi ma fille était autant suivie. C'est dur, ça. Moi, je me disais juste que elle a eu un début de vie difficile, donc elle est un peu plus fragile et qu'elle est suivie pour ça. Mais pas pour une trisomie, en fait. C'est dire que t'es au courant de rien. Rien. Et surtout, je me dis, comment on peut le cacher? C'est pas la première fois qu'on nous raconte ce genre d'histoire. Hein. Oui, j'ai déjà entendu, même moi, dans mon entourage, où le corps médical, des fois, se garde le droit de dire certaines choses. D'accord, ça me paraît lunaire. Mais bon. Ouais, ça, et surtout que malgré ma situation, j'entends, je suis une maman solo, peut-être que pour eux, ils se disent ça peut être dur à encaisser, tout ça pour une maman solo. Mais moi, j'avais bien précisé que je voulais être au courant de tout ce qui pouvait se passer. C'est ton enfant, c'est tellement important. Enfin, je me mets à ta place, personnellement, et je me dis, mais quoi? J'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose dans sa vie, tu vois. Oui, complètement. Et tu t'en veux, tu dis, c'est peut-être moi pendant la grossesse, il y a quelque chose qui n'a pas été, tu es dans l'incompréhension. Tout le temps, nous, les mamans, on se dit, c'est notre faute, tout le temps. Ah oui, tout le temps. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mis sur la peau? Qu'est-ce que j'ai... C'est l'enfer. De là, je pars et... Il te lâche comme ça, dans la nature. Vraiment, il me... Ah oui. Donc la première chose que tu fais... J'ai pas de suivi. Vraiment, j'ai pas de suivi. Et du coup, t'as dû taper sur Internet, peut-être
Ah oui. Ah, voilà. Et l'erreur qu'on fait peut-être. Franchement, chose j'aurais pas dû faire. Non. Parce qu'on me donne peu d'informations, mais en même temps, je me dis, il faut bien que moi aussi, je m'informe. Attends, mais t'as bien fait. Donc, Enfin, tout le monde aurait fait ça. Je pense qu'ici, personne peut dire « Oh non, moi, j'aurais fait confiance, attendu des mois. » Tu sais, parce qu'en plus, souvent, les rendez-vous sont espacés, les rendez-vous sont longs. C'est une attente interminable. Je pense que c'est... Enfin, je ne l'ai pas vécu, donc je peux pas me permettre de parler à votre place, mais le pire, c'est l'attente, en fait. C'est ton enfant, quand il part en réanimation, ton enfant, quand il part, t'es là, t'attends. 1 nuit, 2 nuits. Ça fait un mois que c'est à l'hôpital. T'es pas avec lui. C'est abominable. J'ose même pas imaginer la souffrance. Ils disent pas, en fait. C'est ça qui... Même pendant ce temps qu'on est resté, je leur demandais quand même peut-être quand est-ce qu'on va sortir. Bon, j'entends qu'ils peuvent pas donner des dates. Mais un point de un minimum. Une mise à jour sur la situation, quoi. C'est ça. Mais en fait, non, même là, à l'hôpital, c'était... on peut pas. On peut pas vous dire parce que on a fini par me dire, en fait, on sait pas si demain, Casey, son état sera comme ça, ou s'il va se dégrader, ou si Casey va aller mieux, ou va partir. Enfin, très clairement, c'était des mots joliment dits, mais c'est ce que ça... C'est ce qu'il en était, en fait. Donc dans ta tête, tu pensais même pouvoir perdre ta petite fille? À l'hôpital, oui. Oh, wow, ok. Parce que j'avais peu de réponses et que quand t'es maman et que t'as pas de réponse, t'essayes d'aller chercher un peu partout quand même. Normal. À l'hôpital, pendant notre séjour, en fait, j'allais chercher mes réponses, mais vraiment partout. C'est-à-dire que j'avais un médecin qui venait, je lui posais des questions. Des fois, je mentais un peu en disant « mais l'autre médecin m'a dit ça », pour avoir en fait mes vraies réponses. Enfin, c'est quand même ouf de devoir en arriver là pour avoir réellement les vraies réponses, alors que ce serait très simple de les dire. De simplement dire on sait pas où on va et on sait pas pourquoi et c'est comme ça et je pouvais l'entendre et au final ça en revient à la même chose au moment où on m'annonce qu'elle a cette trisomie parce que ils savent pas, en fait on sait pas. Ce qui est frustrant, c'est toujours d'entendre on sait pas, c'est le flou total en fait. Donc du coup là on te dit et un prochain rendez-vous pour des explications, tu poses des questions, ils te disent... Eux, ils me disent, on se revoit l'année prochaine, en sachant qu'on était presque en cours d'année. Je les revoyais la semaine prochaine. Eux me fixent un rendez-vous, donc directement. Et comme elle était encore suivie par son docteur en néonat, elle, pareil, donc reprend rendez-vous avec moi. Donc là, m'explique un peu plus ce qu'il en est, entre guillemets. Mais c'est pareil, elle ne sait pas, parce que cette maladie-là, elle est peu connue. Ils ont pas de... Il n'y a pas de cas recensés en France, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Et quand tu tapes sur Internet, qu'est-ce que ça te sort? T'as des témoignages? Non, sur Internet, c'est affreux. Puisque c'est pas une trisomie simple, déjà, c'est hyper compliqué parce que quand je tape trisomie en mosaïque, trisomie 13 en mosaïque, on me donne que des choses d'une trisomie 13. Ok. Mais ça fait peur. Ben oui. Parce que là, Bon, ça fait peur, mais en même temps, je me dis, moi, on a passé les 1 an, du coup, de vie de Casey. Donc... T'as peur, mais un peu moins. Et là, elle a quel âge à ce moment-là, quand tu apprends tout ça? Quel âge elle a 1 an et 1 mois. Quand t'apprends qu'elle est atteinte de trisomie. Ok. Et là, comment elle évolue? Excuse-moi, je rebondis sur ça, parce que du coup, quel bébé c'est? Est-ce que c'est un bébé tout à fait... J'aime pas dire normal, parce que tous les bébés sont normaux, mais tu vois... Tu vois qu'elle est tendue, c'est un bébé qui est très recroquevillé sur elle-même. Elle pleure, mais pas... C'est pas un bébé qui pleure énormément. T'as une interaction avec elle? Il y a de l'interaction... Mais pour les médecins, du coup, pas assez. Ok. C'est là qu'on m'explique que, du coup, si on se base sur des chiffres et des tableaux, Casey ne rentre pas dans les tranches d'âge. Ok. Elle n'a pas atteint certaines acquisitions. Voilà. En fait, il y a des choses qu'elle devrait faire, qu'elle ne fait pas encore. Donc, c'est pour ça que là, qu'on m'explique que la kiné va devoir continuer, mais il va y avoir des séances de psychomotricienne qui vont aussi être mises en place pour son évolution, et on me dit que du coup Casey a un retard d'acquisition globale. Ok. Mais moi je demande du coup est-ce que Casey va... Parce qu'à ce temps-là, Casey commence tout juste à marcher. Mais elle parle pas, du coup, il n'y a pas de mots de maman ou de petits mots qui sortent, il n'y a rien. Donc je demande est-ce que dans le futur Casey va pouvoir parler, est-ce qu'elle pourra marcher correctement. Enfin, je pose tout un tas de questions et où on me dit qu'ils savent pas. En fait, ils m'expliquent qu'ils peuvent pas me dire comment ça va évoluer parce que déjà, chaque trisomie en elle-même est propre à chacun en fait. Mais on me donne pas plus d'informations sur c'est sûr elle fera ça ou c'est sûr elle fera pas ça, je sais pas. En fait, on avance. Moi, j'avance en même temps que ma fille et eux avancent en même temps que ma fille aussi. En fait, ils peuvent pas savoir eux-mêmes.
Voilà, donc non, en fait, c'est une découverte chaque jour, chaque année, parce que du coup, quel âge a Casey ? Là, elle va faire 4 ans la semaine prochaine. Mais déjà, tu vois, tout ce que tu as vu sur Internet, tout ça, ça, c'est dingue. Et bon, on va revenir. Donc, 1 an et demi, tu apprends sa maladie. Donc après, quels ont été les gros événements, les démarches à suivre par la suite ? Donc, elle a continué à être très suivie, mais tu étais dans le flou. Comment tu as vécu ça aussi à la place... Enfin, en étant mère, ça doit être horrible. Et à la fois, tu étais pleine d'espoir. Comment tu te sentais ? Je l'accepte pas du tout. Ok. Cette maladie, je l'accepte pas du tout. Parce que, bon, je suis maman solo, certes, mais quand je suis tombée enceinte, c'est même avant qu'on tombe enceinte en tant que femme, c'est vrai qu'on se dit toujours, bon, si mon enfant a peut-être ça ou ça sera compliqué. Moi, c'était quelque chose pour moi qui n'était pas possible de continuer une grossesse si je savais que mon enfant était atteint d'une trisomie. Parce que je n'aurais pas les épaules pour. Bien sûr, je savais que c'était pas possible et que voilà, c'était vraiment quelque chose de pas possible pour moi. Donc forcément, quand j'apprends ça, je l'accepte pas. Je me projette hyper loin par rapport à elle et je me dis mais elle plus tard, comment ça va se passer ? Parce que elle a que moi. Oui, j'ai ma maman, j'ai mes amis autour, mais c'est moi. Elle n'a pas du coup de papa, donc je pars très loin dans mes pensées et c'est là où on me dit calme-toi Justine, mais en même temps je suis obligée de penser à tout ça. C'est normal. Donc je suis dans le déni, vraiment et je veux pas en parler. Et j'ai honte de dire que oui, ma fille a une trisomie très en mosaïque. Quand on me demande, ou des fois qu'est-ce qu'elle a ta fille, parce qu'on voit qu'elle a un retard, mais ça ne se voit pas physiquement. Ok. Donc, je suis dans le déni. Je ne veux pas dire que ma fille est trisomique. Dur. C'est parce que le mot fait peur. Ah oui. Il est trop lourd et il fait peur. Et moi, je ne me sentais pas capable. C'était pas possible. Donc, j'ai mis très longtemps à l'accepter, en fait. Parce que tu es obligé, au bout d'un moment, d'accepter ça et de vivre avec. Et en plus, ça te fait du bien aussi, peut-être. Aujourd'hui, tu t'es mieux avec toi-même, tu es plus en paix, peut-être. Oui. Maintenant, oui, parce que... peut-être parce que moi, on a la chance, Casey et moi, que sa pathologie ne soit pas autant importante peut-être que d'autres trisomies qui peuvent exister. Et malheureusement, en France, on le répète, mais le regard des autres, en France, on connaît que la France, mais c'est vrai que c'est dur, c'est très dur. Et pour avoir eu des personnes trisomiques, donc 21 dans ma famille, c'est autre chose, c'est complètement différent, mais le regard des autres est tellement compliqué, horrible, donc tu as cette espèce de préjugé où en mode, ma vie va être un enfer, va être plein de regards non sollicités. En fait, c'est horrible. Il est vraiment... dur et affreux à vivre. J'imagine. Déjà, d'un point de vue, moi, c'était mon oncle qui était trisomique, et c'est vrai que c'est dur. T'es en public et les gens vont avoir ces regards. Et en fait, toi aussi, en tant que maman, alors moi, j'imagine pas, parce que mon fils, peu importe, déjà, ça m'est déjà arrivé que on entende quelqu'un faire une réflexion sur son physique, par exemple. T'as envie excusez-moi du terme, mais de la sainteté. Oui. Alors là, si tu vas te dire, là, je m'engage dans une vie... Va falloir que j'ai les épaules, va pas falloir que je démarre toutes les personnes qui vont manquer de respect à ma fille ou qui vont avoir des propos ou des regards, tu vois. Et là, tu te dis, c'est pas un fardeau, mais quelque chose qui va être très dur à porter. Ouais. Et j'ai pas honte de dire que pour moi, ça me paraissait trop lourd. Mais j'en ai pas honte. J'avais pas... Et je pense que tout le monde peut comprendre. Pas les épaules. Vraiment, je me dis, j'y arriverai pas. Moi, j'y arriverai pas parce que je supporterai pas un regard différent. Des paroles où j'ai pas envie d'entendre, oui, mais ta fille Justine est différente. Ça, par exemple, ça passe pas. Non. Et même à l'heure actuelle, ça, j'avoue que j'ai encore du mal. Mais c'est normal. Malgré que maintenant, sa pathologie, je l'ai acceptée, on va dire. Et ça fait pas d'elle une enfant différente, dans le sens où quoi ? Ça veut dire que dès qu'on a une particularité, on est différent. Ah oui, mais c'est horrible de dire ça. Malheureusement, c'est la... Oui, c'est la société, oui. Non, mais ce serait mentir de dire, mais non, ta fille est normale, ta fille, tu vois, ce serait enjoliver la chose. Non, il faut dire les choses comme elles sont aussi, je trouve ça important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important aussi l'inclusivité, parler à son enfant. Moi qui suis maman, je trouve ça hyper important de lui parler de toutes les différences, déjà physiques, tu vois, de montrer à un enfant, mais voilà, tu vois, ça c'est une personne handicapée, ça c'est une personne atteinte de la trisomie 21,
Et c'est hyper important, l'inclusivité, et donc pour ta fille, pour tout le monde en général, pour mieux vivre. Et après, t'appréhendes l'harcèlement aussi, j'imagine, t'appréhendes plein de choses en fait. C'est clairement ça. Et c'est tout ça qui te saute au visage. Ouais, voilà. Parce que je pense à tout ça, alors qu'à ce moment-là, elle est toute petite, et que je suis loin de l'école, je suis loin de tout ça encore. Mais ça me fait peur, forcément, normal. Et j'y pense, parce que je sais que ça va arriver. Et je sais que je vais y être confrontée, et c'est là où je me dis, est-ce que je vais y arriver ? C'est une façon de te préparer, et une façon d'appréhender tout ça aussi. Oui, aussi. Je pense que c'est une façon de me protéger à l'avance, plutôt que de réagir à chaud quand ça arrive. Oui. Voilà. D'essayer d'appréhender, oui. C'est important, parce que quand on devient parent, il faut être plus calme. Il faut essayer. Ah bah oui, parce qu'on a nos caractères, et on veut donner le bon exemple. Mais ouais, voilà, c'est ça. Quand on est confronté à la bêtise humaine, c'est des fois très difficile. Ouais. Tu te dis, je vais réagir comme ça, mais en fait, sur le moment, tu réfléchis autrement. J'avais dit que je réagirais comme ça, mais non. Ça passe pas. C'est impulsif. Ah, mince, désolé. Non, mais après, je pense qu'on peut tous essayer de comprendre, enfin, de ce que tu as vécu, même si c'est impossible. Et du coup, là, c'est quoi les prochaines... après, il y a les démarches à faire, ce fameux dossier MDPH. MDPH, ok. Où c'est affreux. Parce que c'est long. Et Casey n'est pas dans une case lambda où bonjour, je viens faire un dossier MDPH, parce que c'est tellement gros ce dossier que je ne peux pas le faire toute seule. Donc déjà, il y a les médecins qu'il faut qu'ils remplissent une partie, mais pour aller plus vite, tu te fais accompagner d'une assistante sociale. Mais là, c'est pareil, tu es obligé d'expliquer ce que ton enfant a, mais elle ne connaît pas, donc elle ne sait pas où cocher, elle ne sait pas comment faire. Donc c'est franchement long et affreux à faire, parce que... T'es incomprise, tu vas partout où tu vas. Et même eux, du coup, je me dis, des personnes qui sont censées être là pour t'aider à remplir des choses que toi, tu ne connais pas, mais même eux n'y arrivent pas. Donc, qui va y arriver ? Voilà. Comment est-ce que je vais faire ? C'est ça. Donc, il y a un premier dossier qui est fait quand même. On fait un premier dossier à Casey qui, du coup, reconnaît son handicap. Donc, tu reçois sa carte handicapée. Donc, ça, c'est dur aussi. Et il t'explique que tous pour eux, les avantages qu'il y a à tout ça, et ça aussi, c'est compliqué à l'accepter, hein, forcément, parce que tu n'y vois pas, toi, d'avantages au final, mais tu es obligé de passer par là. Et en fait, premier dossier qui n'est pas fait correctement au final. Et là, d'ailleurs, on est en train de faire un autre dossier, parce que je me retrouve, moi, dans une situation où je suis maman solo avec une petite fille qui est handicapée, du coup, elle a une trisomie 13 en mosaïque. Je peux plus reprendre le travail parce qu'elle a que moi. Et en même temps, la société ne comprend pas, au final, pourquoi tu peux pas reprendre le travail. Ils comprennent pas pourquoi elle peut pas aller à la crèche. Ils comprennent pas pourquoi elle peut pas aller à la nounou. Mais parce qu'en fait, Casey, elle a besoin de moi, et qu'elle a plein de rendez-vous étalés sur une semaine. Donc, oui, je veux bien retravailler, mais comment je fais pour ma fille ? De toute façon, ça les intéresse pas. Hein. Non. À 3 mois, allez hop, c'est quoi ? C'est ça, c'est 3 mois c'est ça maintenant. Ouais. Allez hop, allez, on le met, peu importe. Même des fois plus tôt, un mois, des fois. Hein, oui, quand il y en a qui n'ont pas le choix. Des fois, il y en a qui n'ont pas le choix, ça c'est sûr. Mais là, on est dans une phase où c'est compliqué dans les débuts, du coup. Parce que personne ne connaît, donc je dois expliquer à sa kiné. Donc là, elle a quel âge ? Elle est dans... elle a 1 an et 5 mois. On est dans cette année où, là, c'est l'année la plus compliquée, parce que c'est l'année où tous les rendez-vous sont posés, où il faut faire les démarches administratives, et il faut expliquer à tout le monde aussi, à chaque personne que je rencontre. Mon médecin traitant, sa kiné, sa psychomote, l'assistante sociale, enfin toutes les personnes que je rencontre, du coup, en ce qui concerne Casey, je suis obligée à chaque fois d'expliquer ce que ma fille a et pourquoi on est dans cette situation-là. Chaque fois, c'est horrible. Donc ça, c'est dur. Puis, en fait, on n'est pas assez préparé. Non. Et on n'est pas assez aidé, finalement, en étant... Je pense déjà juste en étant maman solo. Et en plus, quand ton enfant a une maladie quelconque, encore plus quand du coup c'est une maladie rare, là c'est le néant. T'es perdu et t'es pas bien accompagné. Et moi c'est ce que l'hôpital n'a pas assez bien accompagné moi et ma fille, du coup,
Parce que c'est bien de m'apprendre ce que ma fille a, mais il faut un peu plus de suivi quand même, je pense, derrière. Et surtout que c'est un choc énorme. On te balance ça comme ça. Et bon, écoute, on n'a pas trop de cas en France. Enfin, on n'a pas de cas, donc salut, quoi. Au revoir, au prochain rendez-vous. Mais en fait, c'est abominable. Enfin, après, c'est... Je sais pas ce qu'il pourrait faire de plus. Faudrait voir, mais c'est très, très bien. Je sais même des accompagnements. Des accompagnements. Ou aider, des fois, juste au niveau des papiers, tout simplement. Parce que eux, quand même, connaissent un peu plus que une simple assistante sociale qui, elle, n'est pas dans tout ça. Non. Et du coup, donc, ta fille, à ce moment-là, à 1 an et demi, comment est-ce qu'elle est? Enfin, est-ce qu'elle... Elle est... je vois effectivement par rapport... Parce que, tu compares? Je compare, forcément. Elle marche pas, j'imagine? Non, elle marche pas. Enfin, elle commence, mais c'est très... elle fait que tomber, déjà. Ok. Elle tombe constamment. Vient aussi... elle me fait une première crise d'épilepsie. Oh oui, ok. Mais que moi, je décèle pas en crise d'épilepsie, puisque ça arrive pendant un repas. Donc moi, je pense que ma fille fait une fausse route. Et pas du tout. Donc, hôpital, on lui fait donc des tests. Effectivement, c'est une crise d'épilepsie. Et là, on m'explique que ça peut être aussi une des pathologies... Enfin, ça peut arriver que les enfants qui sont atteints de trisomie fassent aussi des crises d'épilepsie. Et moi, suite à ça, du coup, je fais mes recherches aussi et je contacte une maman qui a comme un groupe, on va dire, d'enfants atteints de trisomie 13, mais juste de trisomie 13. Et en discutant avec elle, du coup, c'est là où j'ai pu avoir d'autres réponses. Ok. Mais déjà, où elle m'a expliqué effectivement que ne serait-ce juste la crise d'épilepsie, ça arrive, c'est fréquent chez les enfants porteurs de la trisomie 13. Mais ça a dû tellement te faire du bien de parler à des gens. De parler déjà à quelqu'un qui connaît ça et qui connaît ma situation et qui... Pas en mosaïque du coup? Non, trisomie simple 13. 13, ok. Et cette personne-là, donc du coup, a pu t'apporter un témoignage? Oui, elle m'a apporté quelques réponses, mais en même temps, c'est différent. Je me sentais pas légitime aussi de trop être dans ce groupe de mamans, parce que déjà physiquement, Casey, ça se voit pas autant en fait. Parce que, ça te demandé, dans la trisomie 13, est-ce qu'il y a des faciès différents du coup? Enfin, en tout cas, moi, ce qui concerne Casey, non, on le voit pas. Ça se voit pas. Ça aurait pu peut-être, je pense, se voir si on serait allé à terme de ma grossesse. Je pense qu'elle aurait pu avoir un léger bec de lièvre, tu sais, coupé au niveau d'ici. Après, la maman avec qui j'ai discuté me disait que ça se voit un peu au niveau des yeux parce que après, elle a vraiment l'habitude, du coup, les yeux légèrement écartés un peu plus. Ok. Mais en même temps, je me dis, des fois, il y a des personnes qui peuvent aussi avoir des yeux un peu plus écartés sans avoir cette pathologie. Clairement. Donc, je parle pendant quelques temps avec cette maman, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me sens pas... elle a plus de soucis. Ok. Tu te sens pas légitime? Pas du tout, vraiment. Donc, bon, après, ça s'arrête là. Nos échanges s'arrêtent, mais elle m'a apporté quand même quelques réponses. Je me dis, je suis pas seule, mine de rien, dans le sens où il n'y a pas que moi qui trouve que c'est dur. Tout ce qui est papier, ce fameux dossier MDPH, et le fait que cette maladie soit pas reconnue réellement à sa juste valeur, entre guillemets. Donc là, on est dans sa période des 1 an. Casey finit par marcher, du coup. Donc je me dis, bon, une étape de franchie, quoi. Elle a marché vers quel âge? Elle avait 1 an et 5 mois, 4 mois, à peu près. Ok. Donc je me dis, bon, ça c'est atteint déjà. Elle a marché avant mon fils, finalement. Ah oui. Bon, c'est dingue. Enfin, je me dis au moins ça de cocher, parce que Casey, du coup, en fait, elle a constamment des grilles, malheureusement, la pauvre. Avec les âges, et est-ce qu'elle est dans les bonnes tranches d'âge? Ça va être anxiogène pour toi aussi. Oui. Mais ils sont obligés, en fait. Dans un sens, faut l'assurer, c'est pour ça, pour son bien. Voilà. Il n'y aurait pas eu tout ça, elle serait pas autant suivie avec des grilles, on va dire. Oui. Mais elle est obligée, malheureusement. On va dire que c'est rassurant d'un côté. Mais c'est rassurant, oui. Mais et même, je me dis, au moins, elle... c'est des petites croix cochées en plus sur... Bravo, ma chérie. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la rentrée scolaire, réellement, sa première rentrée scolaire, c'est des rendez-vous qui s'enchaînent, mais habituels, en fait. Okay. Parce que sa kiné, sa psychomote, toutes les semaines. Ok. Et là où ça devient plus dur, c'est du coup quand elle va rentrer à l'école, parce que là, tu te...
tu te retrouves à voir le regard des gens et des phrases et des mots que t'as pas forcément envie d'entendre. Aïe. Voilà. T'as fait le... Déjà, oui. Ok. Là, elle a fait sa première année d'école, du coup. Ok, donc elle a 4 ans, oui. Dans une école classique, parce que comme les médecins m'expliquent, il faut la mettre dans une école classique tant qu'il n'y a pas de réel diagnostic qui est posé sur sa scolarité. Enfin, parce que oui, mentalement, est-ce qu'elle elle est différente? Est-ce qu'elle... Mais comme elle parle pas encore réellement à ce moment-là, on peut pas savoir en fait. Non, comme on dit, c'est pas ils possible. m'expliquent oui, cursus classique on va dire. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste une trisomie 21 ou juste une trisomie 13. Vu qu'elle est en mosaïque, c'est très complexe. C'est propre à elle en fait. C'est ça, mais en même temps, c'est compliqué du coup d'envisager les choses. Et de lui trouver une bonne place, parce que dans un centre, j'aime pas dire ça, mais elle est pas assez handicapée au final. Dans le cursus classique, parce que je m'y retrouve face, pour eux, elle est pas assez normale. C'est clairement ça. Donc tu te retrouves avec des réflexions plus des professeurs peut-être? Pas forcément. Oui, si, des professeurs qui après j'entends, pour eux c'est compliqué. Oui. Mais au final, je me dis, il n'y a rien de compliqué avec un enfant qui parle pas vraiment. Au début, on leur donne... Enfin, il y a des enfants sans maladie qui, des fois, mettent un peu plus de temps à parler. En plus, à ce moment-là, c'est pas qu'elle ne parle pas du tout. Elle sort des petits mots, des mamans, des bibis, c'est juste qu'elle ne fait... En fait, elle ne fait pas de phrases. Encore. Même encore, à l'heure actuelle, c'est pas des... Elle babille, il y a du son qui sort. C'est juste qu'elle, effectivement, elle parle pas correctement comme d'autres enfants de son âge. Ça se voit qu'elle a un retard sur ses acquisitions. Elle va avoir 4 ans, mais sur certaines acquisitions, elle est plus sur du 2-3 ans. D'accord. En fait, elle a un retard sur ses acquisitions. Ok, mais elle a acquis quand même plein de choses. Mais elle a acquis, ça, certaines c'est hyper, choses. encourageant. Et c'est que ça stagne pas, en fait. Ça évolue constamment, en fait, Casey. C'est rassurant. Donc, c'est rassurant, bien sûr. Il n'y a pas de régression et ça stagne pas. Donc, pour les médecins, c'est positif. C'est positif, c'est ça. Trop bien. Mais en même temps, à l'école, c'est compliqué, du coup, parce que... déjà, elle a été habituée à être qu'avec moi. Forcément, c'est une petite fille qui a l'habitude de jouer toute seule. Par exemple, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur, et elle n'a pas été chez une nounou ou en crèche, donc voilà. Donc pour eux, Casey, elle est trop exclue. Elle est trop à l'écart dans sa bulle, voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est qu'elle est trop dans sa bulle. Mais en même temps, ça fait pas d'elle une enfant qu'on doit mettre dans un centre spécialisé, comme ils disent. Donc là, c'est ça qui est oui, parce que je vois pas en quoi elle pose problème, du coup. Elle pose problème parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec elle. Ok. Et qu'il faut lui changer de couche dans la journée. Ok. C'est pour ça qu'elle n'est pas à l'école toute la journée encore. Elle y est que les matins. Et par hasard, même si encore une fois c'est un coût, tu t'es renseignée pour des écoles, je sais pas, Montessori, est-ce que... Après, je suis en campagne quand même. Oui, ok, oui, c'est difficile d'envisager des écoles privées. Ouais. Mais elle est dans une école privée. Je l'ai pas mise dans une école publique, justement, parce que... En espérant avoir un meilleur... voilà. Peut-être. Mais bon, c'est pas trop ça, final. Mais c'est non, surtout qu'une école privée, il y a un peu moins d'enfants, on va dire, dans les classes. Ils ont normalement un peu plus de temps. C'est pas trop ça encore. Non, en fait, non. Pas du tout. Ça veut rien dire, finalement. Et donc, du coup, là, c'est un sacré dilemme, du coup. C'est quoi la suite? C'est toujours pareil, on sait pas. On sait pas. En fait, c'est vraiment le mot qui est constamment collé à Casey. C'est insupportable. On sait pas. Et ils avancent. En fait, c'est qu'ils avancent en même temps qu'elle. Mais en même temps, ils sont hyper contents puisque c'est de l'évolution constante et c'est que du positif. Ça, c'est super positif. Mais pour le monde en général, ça va pas... C'est pas assez... Ça va pas assez vite. Et c'est dur pour toi, surtout, c'est... Ah oui, c'est dur de sentir que ta fille n'est pas forcément acceptée partout, alors qu'en soi, je peux pas... De moi-même, je peux pas aller la mettre, par exemple, l'inscrire dans un centre parce que forcément, je me suis renseignée. Je suis pas... je me voile plus la face sur ce qu'il en est de ma fille et sur sa pathologie. Mais quand j'appelle et qu'on me dit, malheureusement, non, c'est pas sa place. Pour l'instant, c'est pas sa place. Votre fille doit suivre un cursus classique. Tu
Là, à l'heure actuelle, par exemple, on réessaye sur la même école et si vraiment ça va pas, je changerai d'école et je repartirai sur... Mais c'est du changement encore, c'est du changement pour elle parce que forcément, elle a ses repères, c'est réexpliqué. Ouais. Encore une fois, alors, comment est Casey ? Je vais te poser une question, même si, bon, je sais pas si tu as déjà pensé, et c'est un don de soi énorme. Est-ce que tu as pensé à faire peut-être l'école à la maison ? Est-ce que ce serait autorisé ? Est-ce que ce serait accepté par Je pense que ça pourrait être autorisé, mais moi, je veux pas parce que ça l'exclurait du coup... Je comprends. Parce que Casey, elle a besoin justement de ce contact avec les autres enfants. T'as pas des amis qui ont des enfants avec qui elle pourrait interagir ? Non, pas encore. Okay. Non, dommage. Voilà. Non, parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup de gens sur les réseaux, ça m'intéresse énormément. L'école à la maison. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, c'est dur de trouver un établissement sympa, qui nous correspond. Voilà. Personnellement, j'ai toujours été en contradiction avec le système scolaire, si je peux me permettre de dire ça. Peut-être que j'ai pas fait les bonnes écoles, en tout cas, ça a été très très dur pour moi, très très dur. Donc c'est vrai que la question se vient pour mon fils qui va bientôt avoir enfin non, pas encore, hein, calmos. Mais tu vas bientôt... un jour 3 ans, hein, et donc qu'est-ce que je fais ? Et je suis donc des personnes qui font l'école à la maison, donc c'est un don de soi énorme, hein. C'est très très... Oui, si c'est possible. C'est dur, mais c'est possible, ouais. Et en soi, si après, à côté, t'as une bonne sociabilité, enfin voilà, ça se fait, tu vois, jusqu'à 6 ans, ils disent que... Oui, c'est ça, jusqu'à 6 ans, on dit que c'est pas obligatoire de sociabiliser, enfin, c'est important. Si, il faut sociabiliser dans le sens où il faut voir des enfants, faut voir un petit peu, mais à voir si ça serait pas peut-être une possibilité pour voir juste avant de voir son évolution, tu vois, genre... Je pense que pour Casey, ce serait pas la meilleure solution parce que... on est déjà H24, 7 jours sur 7 ensemble. Puis tu me disais qu'elle avait du mal à même des fois, juste la laisser, c'est compliqué parce que du coup, oui, c'est maman, tout le temps maman. Et du coup, maintenant, on est très, très fusionnels pour le coup. On nous a tellement coupé ça au début. Votre relation. Ouais, non. On nous a tellement coupé ça au début que là, oui, ça s'est rattrapé. Mais elle a besoin aussi de voir d'autres enfants et d'avoir aussi un cadre parce que... Quand tu joues les deux rôles, c'est quand même pas facile. Si j'allais te dire, ça doit être épuisant pour toi. C'est pas du tout facile. Non, c'est pas du tout ce que j'imaginais, donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'elle, justement, elle soit inclue pour l'instant. Oui. Parce qu'après, je sais que à ses 6 ans, si vraiment elle est toujours en retard plus par rapport aux autres, là, oui, je pourrais la mettre dans un centre. Mais là, pour l'instant, en fait, jusqu'à ses 6 ans, jusqu'aux 6 ans. Okay. Il faut qu'elle suive un cursus classique. De toute façon, il n'y a que toi qui sais ce qui est le mieux pour son enfant. Oui, et puis les spécialistes, quand bien ils sûr, le disent, forcément... C'est important de... Mais il n'y a pas des choses qui sont mises en place, comme on le voyait dans des classes, pour des enfants qui avaient des difficultés, des assistantes... Si, il y a des AESH. Okay. Et là, justement, en fait, j'ai fait un dossier pour que Casey puisse avoir une AESH, mais je ne pouvais pas la faire avant, en fait, l'école. Okay. Donc ça aussi, forcément, ça prend du temps et c'est... Voilà. Ça retarde, et si là, son AESH est accordé, là, elle pourra peut-être aller à l'école plus longtemps, sur des journées complètes comme tout le monde. Mais c'est ce qu'on espère. Ouais. C'est ce qu'on souhaite, ce qui se passe. Et est-ce que tu aurais un message d'espoir un petit peu, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est une sacrée expérience. Ouais. Ça t'a renforcé, c'est à refaire, tu referais, à refaire, enfin, comme tu disais. Je l'aurais su dès le début de ma grossesse. Oui, j'aurais mis un terme. C'est honnête de ta part de... Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire que... C'est vrai, je la mets pas... J'aime pas du tout dire ça, mais malheureusement, dans la case vraiment trisomique. Oui, non, mais... Parce que ça se voit pas assez physiquement, mais il y a quand même des choses qui sont là. Je le nie pas, il y a des choses qui sont là. Mais c'est très dur. Et parce que je pense peut-être que je le vis seule aussi, mais c'est... D'autant plus doublement dur, quoi. C'est à refaire sans connaître, du coup, comment elle aurait été... Oui, on m'aurait dit, il y a cette trisomie... Non, j'aurais pas... Je suis très honnête, non, j'aurais pas fait... parce que c'est trop. Après, j'y arrive. Finalement, au début, je m'étais dit, comme je t'ai dit, pour moi, c'était rédhibitoire. Mais au final, j'y arrive. J'ai pas le choix, de toute façon, que d'y arriver. Et je fais tout. Mais tu es très forte. Pour elle. Tu es très forte. Faut mais le pas dire. Le choix. Oui, mais il n'y a pas le choix. Après, je me vois pas forte. C'est pas... Pour moi, c'est pas je m'approprie pas ce terme-là. Okay. Mais
En fait, j'ai pas le choix. Oui, en fait, c'est ça. Je fais avec et j'avance. Donc forte, parce que je pense que tout le monde le ferait. Tu vois, je me mets pas dans une case à part en me disant je suis forte. Je pense que pour son enfant, tout le monde ferait ça et mettrait, par exemple, sa vie... Ouais. Tout le monde Si je peux me permettre, je suis pas sûre. Mais c'est important de dire aussi que t'es une super maman et que tu fais tout pour le bien de ta fille. Et non, je suis pas sûre que tout le monde, tu vois, aurait fait ça. Parce que tu as alors, j'aime pas parler de cet instinct, tu vois, mais de ce truc animal de vouloir le bien pour ta fille. Mais il y en a qui auraient pu aussi abandonner et... face à la dureté, y en a qui ont abandonné. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et non, franchement, c'est important de dire... Et c'est important aussi ce message d'espoir, entre guillemets, dans tous les cas, malgré les choses qu'on vit très très dures, l'être humain est impressionnant. On arrive à trouver des ressources et franchement, c'est une super leçon de vie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est admirable. Quand même. Après, je pense qu'il faut toujours se dire aussi que... Enfin, moi, c'est ce que je me suis souvent dit quand c'était très dur. Je me dis, il y a beaucoup plus grave. Elle est quand même là, t'aurais pu la perdre. Et il y a toujours plus grave. Donc tu arrêtes de te lamenter, tu pleures si t'as envie de pleurer, mais voilà, il y a plus grave. Oui. Elle est là, sa santé quand même va bien, donc tu avances. Voilà. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, je me suis toujours dit... Il y a plus grave. Maintenant, tu avances et de toute façon, il y a toujours plus grave que ce qu'on vit. Hein. C'est une réalité, malheureusement. Toujours, il y aura toujours pire. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Ça aide à aller mieux. Ça aide à relativiser. Et à pas trop se lamenter sur son sort aussi. Mais après, aussi ne pas minimiser non plus ce que tu ressens et tout. Oui. Et te faire aider, entre guillemets. Tu te fais aider si c'est pas indiscret? Non. Okay. Non, mais je devrais, je pense. Je pense, moi, c'est ce que je pense, qu'on devrait tous se faire aider, peu importe. Oui, déjà. Déjà, on a tous en tout cas travaillé un traumatisme, peu importe, enfance, pas enfance, mais oui, ça peut te faire un peu de bien aussi. Ça, j'avoue, c'est la chose où... Est-ce que tu as le temps? Ben non. Réellement, non. Et enfin, c'est pas que j'ai pas le temps. Je pourrais me l'accorder, mais c'est vrai que Tu fais passer d'autres choses en priorité. Ouais, je fais tout passer mais en fait, surtout, vraiment, c'est d'abord Casey. Et je me dis, en fait, au bout d'un moment, Casey, elle va avoir une scolarité comme tout le monde. Oui, c'est à ce moment-là que tu te prendras un peu plus de temps et que potentiellement, tu poseras tes rendez-vous à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est elle et après, on verra plus tard. Bon, mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. C'était vraiment waouh. Encore une fois, je te tire mon chapeau, hein, si je peux me permettre. Franchement, tu as été hyper forte. Et c'est quand même un beau message d'espoir parce que c'est vrai que quand on regarde sur Internet, ce genre de choses, il faut pas en fait. Non, faut vraiment... Faut pas. Et chaque pathologie est propre à chacun au final. Et on peut pas tout le temps comparer avec d'autres. Il n'y a pas du copier-coller sur chaque... c'est pas... Non. Alors déjà, tu vois, en tant qu'enfant sans pathologie détectée, hein, parce que ça peut arriver plus tard, les pathologies, hein, on compare en permanence nos enfants. Ah, moi, il a marché à 1 an, moi, il a marché à 8 mois. Moi, mon fils, il a marché à 18 mois. 19 presque. Okay. J'aurais pu m'inquiéter, bien sûr, parce qu'on dit souvent c'est 1 an jusqu'à 18 mois max, tu vois. Mais toujours cette réflexion, et au final, tu vois, peut-être qu'il a parlé plus tôt, il a fait ses dents. Oui, il faut arrêter de comparer les enfants. Si, bien sûr, allez parler à un docteur si on a des inquiétudes, mais sinon, arrêtons, franchement. Oui. C'est naze. Ouais. Et c'est ça aussi qui amène des fois qu'on culpabilise ou qu'on ait peur sur certaines choses. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû le laisser comme ça, j'aurais pas dû trop le porter. Non, ça c'est faux. Mais j'aurais pas dû trop le laisser sur ce côté-là, cela. Mais encore une fois, merci beaucoup pour ton témoignage. Et si vous avez vous aussi un témoignage, quelque chose à partager, une histoire, je vous laisse le mail juste ici, lebruitdusilence@media@gmail.com. Et je vous fais des bisous.